Salut tout le monde, c'est Béatrice. Salut tout le monde, c'est Maxime. On vous retrouve aujourd'hui à deux, comme vous le voyez, pour une nouvelle vidéo. On va vous parler du rôle de beau-père. C'est une vidéo qui m'a été demandée et comme monsieur est plus concerné que moi, j'ai trouvé ça bien qu'on fasse cette vidéo à deux. Et tu étais d'accord? Complètement d'accord. Je t'ai pas forcé. Non plus. Du coup, on n'a pas vraiment préparé cette vidéo. Ça va être un peu sous forme de récit, témoignage. Et ça va être l'occasion de vous donner un petit peu nos conseils pour que la relation beau-père, beau-fils ou beau-père, belle-fille se passe bien, puisque toi tu es donc beau-père de ma fille aînée qui aura bientôt 6 ans. Et quand tu l'as rencontrée, elle avait encore 4 ans. Et ça s'est très bien passé dès le début. Ouais. Et ça se passe encore très bien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont un lien qui est même assez fort, je trouve. Qui est presque celui d'un père et d'une fille, en tout cas qui n'a pas grand chose à lui envier et qui se passe très bien. Je veux dire, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas non plus de conflit de loyauté. Je n'en ai pas constaté en tout cas de conflit de loyauté chez ma fille par rapport au fait qu'elle ait un papa et un beau-père. Non. En tout cas aujourd'hui. Elle fait bien le distinguo entre les deux. Ouais. Donc, Elle fait bien le distinguo, et elle ne s'interdit pas d'apprécier Maxime de peur de rendre jaloux son père ou d'être déloyal envers son père. On peut observer ça parfois chez les enfants, ils ne veulent pas s'attacher ou ils ne s'autorisent pas à s'entendre avec le beau-parent parce que ça crée chez eux un conflit de loyauté. Ouais. Nous, on l'a pas observé chez ma fille, en tout cas aujourd'hui. C'est une relation qui a été facile dès le début parce que, en fait, c'est pas mal passé par le jeu, je crois. Elle t'avait fait un petit spectacle, elle t'avait préparé un sandwich avec sa dinette. Ouais, le premier jour. Ouais, la première fois qu'elle l'a rencontré, donc c'était un matin, il était à la maison. À la base, je l'avais présenté un peu comme un ami, quoi. Ouais, je crois. Ouais, je voulais pas trop en dire au début. Ouais. Et puis en fait, elle a compris toute seule, mais dès le premier ou le deuxième jour, je sais plus. Elle m'a dit c'est ton amoureux? Je dis oui. Voilà. Et en fait, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de question, quoi. Elle m'a pas dit. Non, ouais, ça s'est fait naturellement. Ouais, non, et pourquoi Bon, après, j'étais pas je sais pas si on peut le dire, tu verras si tu gardes ou pas, mais en fait, j'étais pas le premier homme que tu voyais. Je fais souvent des parallèles avec ma propre histoire, puisque moi aussi j'ai un beau-père, du coup, j'ai des parents divorcés et j'étais très jeune, j'avais 3 ans. Donc, c'est vrai que la première tête qui vient à la maison après la séparation, elle n'est pas facile forcément à accepter. C'est vrai. Alors pour le coup, je peux en témoigner en tant que maman. Donc quand je me suis séparée du papa de ma fille aînée, j'ai d'abord rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu une relation pendant environ 11 mois, je crois, donc pas loin d'1 année. Ça se passait bien, mais c'était pas du tout le même lien. Je veux dire, déjà, j'habitais pas avec cette personne. La personne n'a jamais habité chez moi. On passait régulièrement du temps chez moi, régulièrement du temps chez elle, avec et sans ma fille aînée. Et le lien n'a pas été le même. Déjà parce que l'attitude de la personne en question n'était pas du tout la même que l'attitude de Maxime. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué. Mais ça ne les a pas empêchés de bien s'entendre. D'ailleurs, parfois, elle m'en parle un petit peu et il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'était pas du tout la même relation. Et ouais, je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont joué là-dessus. Donc, ton attitude, peut-être le fait que tu sois arrivé en deuxième, et je pense aussi beaucoup le fait que tu vives avec nous. Autant il y a des enfants, ça doit peut-être les perturber qu'une nouvelle personne vienne habiter avec le parent. Autant pour d'autres, ça peut aussi venir consolider la relation et peut-être que ça leur permet de se dire « Ah oui, donc là c'est sérieux, c'est pas une personne de passage, c'est une personne fiable qui va rester. » Peut-être que c'est ce qui a manqué dans la relation entre ma fille et le précédent, on va dire ça. Voilà. C'est peut-être ce qui a manqué, c'est que du coup, elle devait peut-être sentir que cette relation ne durerait pas pour toujours, puisqu'on ne vivait pas ensemble, on n'avait pas forcément des projets communs sur du long terme ou quoi. Et pour la petite anecdote, quand j'ai dit à ma fille aînée que Maxime allait vivre avec nous, elle a été super contente, elle a eu un grand sourire, elle m'a dit « Oh, alors on va être une famille !» comme ça. Donc pour elle, c'était vraiment une bonne nouvelle et je pense que ça doit dépendre des enfants probablement, mais en tout cas pour ma fille, c'était important de savoir que Maxime allait rester et que c'était quelque chose de solide, que c'était une relation durable, quoi. Ouais, c'est pas évident.
c'est pas évident pour un enfant donc, comme je disais déjà, de voir une nouvelle tête, surtout quand... Ça, je fais bouger. Surtout en bas âge. Surtout en bas âge, parce que c'est une période de la vie où on a beaucoup besoin de stabilité, et la stabilité passe avant tout par les parents, par les plus proches. C'est des repères. Et en plus de ça, on le voit souvent chez les enfants, enfin moi je le vois en tout cas, même Dana l'exprime déjà une sorte de timidité ou d'intimidation face aux inconnus. Donc en fait, à chaque fois que vous amenez une nouvelle personne dans votre vie, vous relancez en fait l'enfant face à cette, à cet affrontement de l'inconnu. Ouais. Donc c'est pas forcément évident pour lui, et lui l'enfant, ou lui ou elle, hein. Et du coup c'est aussi parfois un soulagement de se dire cette personne elle va rester, elle a l'air de vouloir rester, donc du coup on peut repartir sur des repères, sur un ancrage, et c'est très important aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on a constaté chez ma fille, et il faut savoir que ma fille elle est plutôt timide, et même avec des personnes qu'elle connaît, qu'on fréquente de façon quand même assez régulière, ça lui arrive pratiquement tout le temps en fait, d'avoir un instant de timidité si elle les a pas vus depuis longtemps. D'ailleurs c'est même arrivé une fois avec toi, je crois. On allait la chercher à l'école et elle t'a dit est-ce que c'était après je suis un peu intimidée. Après les grandes vacances, ou après, je sais plus, on l'avait pas vu pendant 3 semaines, quelque chose comme ça. Et du coup, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, Lilia et tout, c'est Maxime, qu'est-ce qui se passe? Je dis oui, mais ça fait longtemps. Donc elle est comme ça, et je me reconnais parce que j'étais pareil quand j'étais petite, j'étais très timide. Ça évolue avec le temps, hein, la preuve. Mais j'étais très timide, et c'est vrai qu'elle a besoin de ce petit laps de temps souvent. Et donc en tout cas pour elle, je sais que le fait que tu restes, tu sois pratiquement toujours là quand elle vient me voir, je pense que ça comptait. Ça a compté. Ouais. Et puis après, on en parlait aussi, il y a le fait qu'on n'avait pas encore Dana. Donc c'était le seul enfant à la maison. Moi, j'avais très envie d'avoir une famille, j'avais très envie d'avoir un enfant. Donc, ça aussi, ça a joué. Tu as parlé un peu de mon attitude vis-à-vis d'elle. Moi, ça a joué parce que je l'ai tout de suite pris, accepté comme ma fille. Comme si c'était notre enfant. En tout cas, c'était l'enfant de la maison, l'enfant de la maison dans laquelle je vivais. Donc, de la famille. De la famille. Ouais. Donc il y a eu cet effort-là aussi de ma part de vouloir m'intégrer. Donc et le fait qu'on n'ait pas d'autres enfants, ça nous a permis donc de nous centrer vraiment sur Lilia, sur la grande, et donc de pas s'éparpiller, et puis aussi de pas créer de conflits. C'est plus facile de prêter attention à ce qui se passe, un peu à ses mots, à notre attitude, à notre entente à tous les deux. C'est plus facile d'y faire attention pour s'assurer que ça se passe bien, et puis si jamais ça se passe pas bien, de réajuster. Parce que du coup l'attention elle peut être focus là-dessus, il n'y a pas d'autres enfants à gérer, en plus on n'avait pas encore les animaux non plus. Il y avait Saba, c'est tout. Mais moi je pense que ça a bien aidé, parce que du coup... si, c'est ça. On avait vraiment l'esprit orienté vers cette relation-là. Et puis la relation qui se crée entre Maxime et ma fille, mais aussi entre cette espèce de mayonnaise familiale qui doit prendre. La globalité, La globalité. Donc ça, je pense que ça a aidé. Après, ça, c'est entre guillemets... c'est pas un coup de chance, mais notre situation, elle était comme ça. Ça veut pas dire que si vous avez déjà des enfants, ça va pas bien se passer. Mais je pense que c'est plus facile, et ça aurait été peut-être un peu plus dur si toi, t'avais eu un enfant. Potentiellement. Parce que du coup, il y a le lien entre le beau-père et le parent, il y a le lien entre les enfants qui sont pas des mêmes parents, il y a plus de choses. Nous, c'est vrai que c'était peut-être un peu plus facile par rapport à ça aussi. C'est ça, c'est qu'on se retrouve dans une combinaison vachement plus simple en fait. Et personnellement, pour avoir déjà vécu un peu le rôle de belle-mère qui s'est pas du tout aussi bien passé, je pense que le fait que ma fille était encore petite, 4 ans, moi je pense que ça peut aider, parce que du coup les enfants à cet âge-là ils sont beaucoup dans l'instant présent, ils sont beaucoup dans le jeu, et du coup c'est peut-être plus facile de créer un lien avec eux, parce que le jeu va faire énormément du travail de lien. C'est peut-être plus dur quand c'est des adolescents, parce que leurs habitudes sont construites, leurs repères sont bien ancrés, ils sont moins dans le jeu aussi.
Moi, je trouve que c'est plus difficile pour l'avoir vécu. Ouais, c'est clair. Puis la loyauté, c'est pas la même chose, je trouve, chez un adolescent que chez un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il est encore en découverte. Ouais. Surtout à cet âge-là. Et à cet âge-là, un enfant aussi, plus ils sont en bas âge et plus il s'attache de toute façon à la personne qui prend soin d'eux ou aux personnes qui prennent soin d'eux. Je pense qu'il y a moins d'inhibiteurs et il y a moins d'inhibiteurs sociaux, quoi. Il y a pas encore trop de protocoles, il n'y a pas encore trop et puis pas encore trop d'interprétation, psychologique de la part de l'enfant. Il n'est pas trop dans le j'analyse, en fait. Non, il est plus dans le je vis. Donc finalement, dans les émotions. Dans les émotions, ouais. Donc un adolescent, lui, au contraire, il a déjà une psychologie qui est plus avancée. Il s'est déjà construit un peu ses propres barrières, ses défenses, ses modes opératoires. Un enfant, lui, il a des besoins. Et c'est à toi d'y répondre. Si tu y réponds, il t'accepte. En général, tu le rends. Si tu n'y réponds pas, ça peut être plus compliqué, mais c'est vrai que c'est une psychologie plus simple, donc il y avait ce facteur-là aussi à jouer. Je trouve. Après, peut-être que qu'il y aurait des contre-exemples et que parfois la relation entre un beau-parent et un enfant bas âge se passe pas bien quand même, mais nous, on a tendance à penser que c'est plus facile. Après, pour ce qui est du coup de ce qu'on fait au quotidien, de notre attitude, ce qu'on a fait, ce qu'on fait encore, et qui, je pense, fait en sorte que la relation entre le beau-papa et la petite fille soit belle et saine et sereine. C'est par exemple le fait qu'on va pas se contredire tous les deux. Et c'est surtout le fait que moi, en tant que parent officiel et légitime, si je peux dire ça comme ça, je sais que j'ai un rôle majeur dans le lien en fait qui pourrait se créer aussi entre le beau-père et l'enfant, parce que on va dire qu'une relation c'est à deux et que si chacun n'y met pas du sien, ça va pas aller, ça c'est sûr. Mais je pense que le parent légitime a un rôle primordial. Je pense que c'est en grosse partie ce qui a manqué dans la relation entre mes ex-beaux-enfants et moi, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce qui, je pense, est primordial et fonctionne bien aujourd'hui dans la relation entre Maxime et ma fille. C'est que je fais en sorte d'être, on va dire, un peu le médiateur entre les deux. Et encore, j'ai pas trop besoin. Non, t'as pas trop besoin. Mais je sais que j'ai ce rôle-là. Et je sais que si je flanche, si je ne fais pas les choses correctement, ça risque de mal se passer entre eux. Je sais que mon rôle est important, on va dire. Donc je sais par exemple que je vais pas essayer à tout prix de toujours défendre ma fille parce que c'est ma fille, contre son beau-père, parce que c'est pas son vrai père. Ça, c'est une attitude qui, je pense, est très néfaste. Parce que si tu as décidé à un moment donné de refaire ta vie avec quelqu'un, il faut que tu fasses une place à cette personne, et non, cette personne ne fera jamais exactement comme toi. Mais en fait, même quand c'est le parent légitime, des fois entre deux parents, on va pas forcément être d'accord sur l'éducation de notre enfant, alors que c'est notre enfant à tous les deux. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut partir du principe que si tu as décidé de refaire ta vie, tu dois, entre guillemets, l'assumer et faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Tu peux pas vouloir avoir un nouveau compagnon, mais ne pas accepter que cette personne ait un impact dans la vie de ton enfant. Parce que c'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne, bien évidemment. Mais du coup, je pense qu'il faut être prêt à se dire que il y a une nouvelle personne dans ma vie, mais aussi dans la vie de mon enfant. Et cette personne ne va pas toujours faire exactement comme moi je voudrais. On peut en parler, on peut en discuter pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros soucis, bien entendu. Mais père ou beau-père, peu importe, on ne va jamais laisser la personne faire du mal à son enfant, que ce soit dans les gestes, dans les mots ou quoi que ce soit. Mais on doit quand même lui laisser sa place et sa façon de faire qui est propre, qui lui est propre. C'est vraiment je pense que la base, enfin la clé, c'est la communication. C'est très important. Au sein du couple. Avant peut-être même de parler de communication avec l'enfant. C'est-à-dire, moi je sais qu'au tout début, j'ai beaucoup demandé à Béatrice ce que j'avais le droit de faire. De dire, est-ce qu'il y avait des moyens, surtout que j'avais pas d'enfant à l'époque, donc du coup c'était très nouveau pour moi, donc voilà, est-ce que j'avais le droit de dire sans risquer d'aller à l'encontre de son mode parental ou de son mode éducatif, ce que j'avais le droit de dire à Lydia, voilà, il y a beaucoup d'observations aussi, c'est très important parce que du coup on débarque pas comme ça avec ses souliers et on met les pieds sous la table. C'est plus
faut tâter le terrain, il faut essayer de voir comment l'enfant se comporte, ce qu'il aime faire, apprendre à le connaître. Ouais, apprendre à le connaître. Et peut-être, je dirais, dans un premier temps, jouer un peu la neutralité avant d'essayer d'imposer quelque chose. Parce qu'on est quand même une pièce rapportée, on va dire, dans un système qui existe déjà. Donc voilà, le rôle... Ça pour le coup, je me remets en question. Je sais que c'est une des erreurs que j'ai faites, parce que j'étais pas toute blanche non plus dans ma relation en tant que belle-mère. Et je sais que j'ai pas assez pris le temps de connaître... les enfants. Et de m'adapter à leur propre personnalité. Enfin, je pense. Après, c'est pas trop le sujet, parce que là, on est vraiment sur ton rôle de beau-père, mais je le souligne quand même. Mais donc, donc je disais... donc oui, la communication entre le parent et du coup le beau-père ou la belle-mère, très très important. Ouais. Ce qu'il faut d'abord savoir, voilà, essayer de poser un genre de cadre. Ouais. Et montrer qu'on est ensemble, c'est ça. Non pas contre les enfants, mais qu'on est ensemble pour l'harmonie familiale. Parce que si dans nos discussions, on est un peu l'un contre l'autre, non, je fais pas comme ça. Et ça, même dans une famille, même dans une famille, des enfants biologiques ou quoi que ce soit, c'est jamais bon d'avoir deux sons de cloche, qu'il y en ait un qui passe pour le gentil, l'autre pour le méchant. Ça j'ai trop connu, c'est horrible. Alors, en plus, c'est très inconfortable pour tout le monde, ça. C'est ça. Ah ouais. C'est très difficile pour le parent, cette position, parce qu'il est coincé, ou elle est coincée entre les deux parties, quoi. Et c'est deux parties qui comptent beaucoup. Ouais, ça peut être dur. Donc, non, on l'a pas trop vécu. Ça. Non, on l'a pas trop vécu. Mais je sais que ça peut être dur. Mais ça peut arriver très vite. Donc voilà, quand je parlais de neutralité tout à l'heure, c'est selon moi, c'est peut-être ce qu'il y a le mieux à faire quand on arrive au tout début. C'est ce que mon beau-père a fait. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je le connais et je le considère comme mon deuxième papa. Et je l'aime énormément. Et lui, pour le coup, il avait un grand d'ailleurs, il avait déjà un garçon, mais pour le coup, il a vraiment jamais cherché à, peut-être même pas assez du coup, à prendre sa place en fait auprès de la famille. Il a essayé de se faire très 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 discret parce qu'il voulait pas perturber. Et puis il sentait que nous, il arrivait dans une famille avec deux garçons. Les garçons, ça peut être un peu rentre dedans. Donc ouais, il s'est fait très discret et du coup il nous a apprivoisé, voilà, comme ça. Il a pris le temps et c'est vraiment le temps, tu sais, à force de le voir, à force de lui parler petit à petit, comme ça, bout par bout, tu t'habitues en fait à sa présence et puis un jour comme ça, il te fait un câlin et hop, tu sais pas pourquoi, ça te paraît naturel, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est neutralité, quoi. Ouais, mais pour le coup, je vais quand même rebondir. Attention, trop de neutralité tue la neutralité, parce que moi, là encore, si je me remets en question, je pense que moi j'ai été un peu trop neutre et pas assez moteur de la création du lien en fait entre le beau-parent et l'enfant. Ouais. Et du coup, des fois, à trop vouloir être en retrait, tu restes en retrait et tu restes la pièce rapportée qui sert à rien. Et donc, attention quand même à ça, quoi. Et, neutralité, ça veut pas dire passivité non plus. Ouais. Il faut pas être passif. T'as bien vu avec Lilia, je jouais beaucoup avec elle, je la prenais sur... Je lui demandais... En fait, j'aimais bien lui faire plaisir. Donc je lui demandais ce qu'elle avait envie de faire, ou machin. Elle voulait beaucoup que je la porte sur mes épaules. Pratiquement à chaque trajet qu'on faisait, je la portais, en étant sûr que ça gênait pas Béatrice d'abord, parce que je sais qu'elle voulait bien elle aimait bien que Lilia marche un peu aussi. C'était le but des sorties, donc il fallait pas qu'on passe toutes nos sorties à faire le chameau comme ça. Donc c'était bien qu'elle marche un peu. Donc voilà, donc communication et neutralité dans le sens où on essaye de s'effacer un peu, on ne fait pas forcément passer ses propres besoins en tant que beaux-parents. L'idée, c'est d'abord de convaincre l'enfant, de le rassurer, de le mettre dans de bonnes conditions. Donc c'est plutôt ses besoins à lui, comme votre propre enfant, j'imagine, c'est plutôt ses besoins à lui qu'on va écouter dans un premier temps. Donc qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aimes faire, essayer de s'intéresser aussi beaucoup. Les enfants, ils adorent quand on leur pose des questions, quand on s'intéresse à ce qu'ils aiment faire, à ce qu'ils font en ce moment. Enfin, en tout cas, à partir de 4 ans, déjà, ça a bien marché, ça. Donc voilà, elle aimait bien faire des spectacles. Je suis allé avec ma guitare, je suis rentré dans le jeu, blam, 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 blam. Et puis, donc et une fois que les barrières sont baissées, qu'on sent qu'on est accepté, là, on peut peut-être essayer de s'affirmer un peu plus.
C'est-à-dire, s'il y a des jeux qu'on n'aime pas faire, bon bah là on peut peut-être... mais on y allant petit à petit, c'est-à-dire, ah non, aujourd'hui j'ai pas envie, je préférais qu'on fasse autre chose, et on revient dans un schéma en fait classique, normal quoi, de relation. Et puis là je reviens sur la communication, parce qu'en fait, là encore ce qui va être très important aussi, c'est de communiquer correctement avec l'enfant. C'est-à-dire que tu n'as pas ressenti le besoin d'imposer ton autorité en disant... oui, non, mais moi, je vais pas juste faire plaisir à l'enfant, hein, attention, je vais me faire respecter. Enfin, t'as pas du tout besoin de faire ça, puis je trouve que ce serait un peu naze d'ailleurs. Mais pour autant, tu vois, quand tu disais que tu me demandais un peu ce que t'avais le droit de dire ou pas dire et tout, mais moi, je lui ai pas vraiment dit, ah ben ça, t'as pas le droit de dire ça, t'as le droit de dire ça. Je lui ai plutôt dit, tu as le droit de lui dire les choses. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu lui parles vrai. Par exemple, je me souviens, au tout début, des fois, t'osais pas trop lui dire non, justement, quand elle voulait te porter sur les épaules. Et des fois, tu me disais, là, j'en ai un peu marre, je commence à avoir mal et tout. Et des fois, c'est moi qui lui disais, mais tu sais, t'as le droit de lui dire que t'es pas d'accord, ou t'as le droit de lui dire que tu veux plus, qu'on fait une pause et tout. Le seul truc qui est important, et la seule chose sur laquelle moi, je pourrais trouver à redire, c'est sur la façon dont tu vas lui dire. C'est ça. Mais il faut parler vrai, et tu as le droit, non pas de t'imposer, mais juste d'être toi, quoi, tout simplement. Donc si t'en as marre, je disais, tu as le droit de lui dire, bah voilà, Lilia, je vais te poser parce que je commence à avoir mal aux épaules. Si tu veux, dans un petit moment, tu me redemanderas, puis je te dirai si j'ai encore mal ou pas. Mais en gros, c'était vraiment la façon de communiquer. Ouais, plus que le... Et pour moi, il a le droit de tout lui dire, hein, même si un jour, il a envie de lui dire, je suis un peu fâchée contre toi, là, tout de suite, parce que, je sais pas... je lui ai dit déjà ça. Ouais, voilà, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que dans la vie, il faut être vrai. Il faut parler vrai aux enfants, et de toute façon ça sert à rien de mentir ou de cacher, parce que ça va se ressentir dans je sais pas, dans le regard, dans le ton, dans les gestes ou dans l'attitude, ça va se ressentir. Donc en gros, je trouve que ce qui est important, c'est d'oser parler, de surtout pas se censurer, d'oser parler, mais de le faire avec les bons mots, de le faire avec un ton qui ne sera pas agressif. Dans la bienveillance, de toute façon. Toujours dans la bienveillance. Il faut partir du principe. Coucou Dana. Toujours dans la bienveillance. Coucou. Et puis. Il faut partir du principe que tout le monde a le droit d'exister. Voilà, c'est ça. Pour ce qu'il est, et donc voilà, on cherche pas une suprématie, une domination de l'un ou l'autre, c'est juste de la cohabitation. Et... Voilà, c'est exactement, c'est de la cohabitation. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà. Moi, j'ai trop vécu justement le fait de devoir se censurer parce que attention, si je dis ça, ça va pas aller. On va me râler dessus, je vais passer pour la méchante et tout. Et je voulais surtout pas faire vivre ça à Maxime. Et je voulais surtout pas élever ma fille dans ce mood de comme tu es la pauvre petite enfant de parents séparés, t'as tous les droits et ton beau-père n'a jamais le droit de te dire quoi que ce soit. Je voulais surtout pas ça. Donc pour moi, tout le monde a le droit de s'exprimer. Simplement, on fait attention de ne blesser personne quand on s'exprime. Et on fait attention que tout le monde soit respecté dans ses besoins et ses envies. Donc justement, si Maxime se force, c'est un exemple bête, hein, mais si Maxime se force à la porter pour lui faire plaisir parce que... je l'aurais fait aussi avec Dana. Hein. Oui, tu l'aurais fait aussi avec Dana, tu n'aurais pas une attitude différente. Je l'aurais fait aussi avec Dana de me forcer pour faire plaisir, c'est typiquement... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si tu te forces, au final, toi, t'es pas respecté dans ton besoin de soulager un peu tes muscles. C'est pour ça qu'on a le droit de s'exprimer. Voilà. Après, il y a un autre truc que je voulais aborder qui est un peu, je pense, dans cette relation-là qui peut être... Toi aussi, tu veux participer, qui peut être un petit peu, pas épineux, mais sensible, c'est que en tant que beaux-parents, quand ça se passe bien, on a vite l'impression de prendre la belle place, quoi, la meilleure place. Parce que, oui, du coup, c'est ça, t'as pas envie de prendre le bon rôle. Et c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Parce que du coup, ça créerait un déséquilibre au sein du groupe, de la famille, qu'on désire absolument pas. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que du coup, en tant que beaux-parents, on s'empêche tout ce qui va être l'autorité. Oui, c'est l'heure d'aller se laver. Voilà. Non, là, on arrête le jeu parce qu'on va se laver. Ah oui, tu veux trop attraper la caisse. Et justement, ça j'ai bien dit à Maxime aussi, tu as le droit, au contraire, moi ça va m'aider, hein, que tu fasses un peu comme si tu étais le parent, quoi, quelque part. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais du coup, je suis pas content, je te mords. Je suis pas content, je te mords. Donc pour moi, c'était important qu'il puisse aussi être un relais pour moi, lui dire, écoute, non, là on arrête le jeu parce qu'on va aller se laver, des choses comme ça. Et pas juste, j'ai le bon rôle, je joue, je suis gentille, tout ça.
Donc ouais, on essaie d'être très donc c'est là où il faut de la communication beaucoup sur voilà, si jamais en tant que parent, je pense, si jamais vous trouvez que l'autre vous laisse un peu seul à diriger, enfin à prendre les décisions difficiles ou un peu pénibles, bon bah voilà, c'est là où il faut intervenir et dire quand même tu pourrais participer à ce genre de choses. Et moi je trouve que c'est important que tu participes parce que c'est là que ça montre que tu es pas juste l'amoureux de maman, une personne sympa comme ça, non, tu fais vraiment partie de la famille, ou en tout cas de cette cohabitation. En tout cas nous ça se passe vraiment très bien, et pour vous dire, ma fille a choisi de l'appeler papa. Ah oui. On lui a jamais demandé de l'appeler papa, ni Maxime, ni rien du tout. En fait, on n'a jamais rien dit sur le fait qu'elle devait l'appeler comme ceci ou comme cela. Et elle a choisi d'elle-même de l'appeler papa, alors qu'elle sait très bien que ce n'est pas son papa, que c'est juste son beau-père. Souvent, moi, je disais soit Maxime, soit beau papa. D'ailleurs, elle adore la chanson Beau Papa de Vianney. Et du coup, donc elle l'appelle papa, mais elle sait très bien qui est son vrai papa. Elle appelle aussi son vrai papa papa. Et des fois, pour faire le distinguo, parce que quand elle me parle, qu'elle me dit papa, il m'a dit ça, des fois je lui dis mais attends, tu parles du coup de qui? Parce que comme tu les appelles tous les deux papa, on sait pas toujours. Et donc dans ces cas-là, elle dit mon vrai papa pour son papa et mon faux papa pour Maxime. Des fois, ça lui arrive de dire ça. Donc ou papa boule à zéro. Ou papa boule à zéro parce qu'elle aime pas que tu aies coupé tes cheveux. Mais ouais, tout ça pour vous dire que ça se passe vraiment très très bien et que nous on respecte beaucoup ses émotions à elle. On lui a jamais demandé d'appeler Maxime papa. Si un jour elle veut plus le faire, il n'y a pas de souci, elle arrêtera. Si un jour elle veut lui donner un surnom ou quoi, il n'y a pas de souci non plus. Mais en même temps, aujourd'hui, elle a fait le choix de l'appeler comme ça. On va pas. Je peux pas te donner ça, bébé. On va pas le lui interdire sous prétexte que non, ce n'est pas son vrai père. Je trouve que c'est bien d'avoir de la spontanéité en fait et de la sincérité dans les relations. Donc si elle a envie de l'appeler comme ça, c'est son choix, on le respecte. On va s'arrêter là parce que ça commence à être un peu difficile avec Dana qui s'est réveillée et de toute façon on avait dit un peu plus gros. Si jamais vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qu'on n'a pas dit, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire et on pourrait refaire une vidéo, on pourrait faire une partie 2 ou une FAQ sur le rôle de beau-père. N'hésitez pas, en tout cas nous ça nous fait plaisir de vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un rôle qui est quand même important et on n'en parle pas beaucoup. J'ai pas trouvé de vidéo moi sur le sujet en tout cas, alors que de plus en plus de personnes ont le rôle de beaux-parents. On vit dans une société où il n'y a plus beaucoup de couples non séparés ou non divorcés, donc il y a beaucoup de familles recomposées et du coup je trouvais ça important d'en parler. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.